Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce direct depuis la page Facebook de l'Ordre de la Rose-Croix. Alors je m'appelle Evelyne Bitumba et je suis conférencière de l'Université Rose-Croix Internationale qui propose depuis peu des rendez-vous trimestriels aux internautes. Alors l'URSI a pour but d'œuvrer au rapprochement entre la culture et la spiritualité et elle propose dans ce cadre des conférences, des séminaires, des livres. Et si vous désirez connaître les dates des prochaines manifestations, vous pouvez consulter le site officiel de l'Ordre de la Rose-Croix et la rubrique Agenda et vous trouverez les différentes activités qui sont proposées et programmées. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui, par l'intermédiaire des commentaires que vous allez faire, de partager avec vous un sujet qui est celui des rêves et notamment comment les rêves constituent une seconde vie. Alors, on va commencer par un bref exposé d'une dizaine de minutes pour poser le sujet et puis après je prendrai vos questions et puis je vous apporterai les réponses qui sont les miennes de par les études et par parfois l'expérience. Voilà. Alors Jung disait que le rêve est une porte dissimulée dans ce que l'âme a de plus intime, de plus obscur. Il rappelait ainsi le lien étroit qui existe entre nos rêves et l'âme. Il s'accordait ainsi à l'héritage des nombreuses traditions anciennes qui accordent aux rêves une place privilégiée. À titre d'exemple, les Égyptiens pratiquaient l'incubation des rêves et à des fins divinatoires ou thérapeutiques. Ils pensaient que le Dieu a créé le rêve pour indiquer la route aux hommes quand ils ne peuvent voir l'avenir. Des temples étaient consacrés à l'oniromancie, qui est l'art de la divination dans les rêves, et à Dendera, par exemple, près du temple de la déesse Hathor, il existait un sanctuaire où de l'eau ruisselait sur les 4 faces de la déesse, et elle poursuivait son chemin dans un corridor où des cellules étaient disposées et où les dormeurs se laissaient aller à des rêves qui avaient un pouvoir curatif. Les traditions anciennes, elles ont toutes ce point commun, c'est que le rêve ouvre sur la connaissance et sur la puissance divine. Alors à l'époque moderne, Sigmund Freud et Carl Gustav Jung ont placé les rêves au centre de leurs efforts pour comprendre la psyché humaine et ils attribuent une importance cruciale à l'inconscient dont les rêves manifestent pour eux dont les rêves sont une manifestation tout à fait privilégiée. Alors tout en reconnaissant la théorie de Freud, Jung va l'approfondir puisque à côté de l'inconscient individuel, il va dégager une notion d'inconscient collective qui, elle, est issue de l'observation de structures psychiques identiques dans des récits mythologiques de diverses cultures. En fait, il va observer à travers les mythes, les contes, les légendes, qu'il y a un fond commun à l'ensemble de l'humanité, et ce qu'il va appeler d'ailleurs des archétypes. Cet inconscient renfermerait, dit-il, des empreintes originelles ou archétypes, encore appelés engrammes, et qui apparaissent régulièrement dans les rêves. Alors à partir des années 1950, ce sont les scientifiques qui vont s'intéresser au domaine du rêve et là, ils vont mettre en évidence l'existence de cycles, ils vont cerner l'apparition des rêves au sein de ces cycles et par exemple, l'étude des mouvements oculaires pendant le sommeil paradoxal a permis à ces chercheurs de mesurer le temps pendant lequel un homme ou une femme rêve. Et selon ces études, les rêves nocturnes d'une personne de 50 ans représentent environ 5 ans de sa vie. D'où ce titre, le rêve, une seconde vie. D'un point de vue neurologique et psychologique, les recherches semblent montrer que les rêves sont un élément très important de l'équilibre émotif, qu'ils contribuent à l'entretien du cerveau et qu'ils aident la mémoire à trier, à classer les informations et même
que ces rêves stimulent la créativité puisque des romans ont été écrits sous l'impulsion de rêves et des inventions ont aussi été trouvées grâce à un rêve effectué. Alors si la psychologie considère les rêves comme les messagers de l'inconscient et la science comme un phénomène, disons, d'hygiène cérébrale, la tradition mystique leur confère une fonction spirituelle. Alors comment cela est-il possible? Très brièvement, les grandes traditions spirituelles, on s'accorde pour dire que la conscience humaine est intimement liée à la conscience universelle. Cette conscience universelle imprègne la conscience humaine à 3 niveaux principaux. Le conscient, qui relie l'homme au monde extérieur, avec lequel on est familiarisé, le subconscient, qui est une sorte de vaste banque de données, qui régule l'ensemble de nos fonctions involontaires, mais aussi qui tient dans sa mémoire tout ce que nous avons pu vivre et connaître. Et puis, ce que je vais appeler ici l'âme. Et c'est grâce à cette âme, précisément, qui va utiliser le subconscient et ses propriétés psychiques comme une sorte, comme intermédiaire, comme un pont, que la communion avec la conscience universelle peut être réalisée et conscientisée. Donc les rêves mystiques sont les témoins de cette communion qui est réalisée durant notre sommeil. Et souvent, dans ces rêves, eh bien, ils se caractérisent par un grand sentiment de joie, de plénitude. Ils apportent une grande compréhension et souvent une énergie vraiment importante. Alors, s'agissant de l'interprétation des rêves, le Zohar, ou le livre de la splendeur, enseigne qu'un rêve non interprété est comme une lettre non lue. C'est dommage. Et le meilleur interprète d'un rêve, eh bien, il ne peut être que le rêveur lui-même. Pourquoi? Eh bien, c'est Jung qui le résume ainsi. Le rêve est le théâtre où le rêveur est à la fois la scène, l'auteur, le souffleur, le régisseur et le critique. Pour comprendre ces rêves, il est conseillé d'établir des associations entre le contenu d'un rêve et son vécu personnel. C'est ainsi, des rêves avec des contenus similaires peuvent être interprétés de façon tout à fait différente en fonction du vécu de la personne. Alors, comment pouvons-nous accroître l'efficacité de nos rêves? Eh bien, on peut mettre en place une méthode pratique de travail qui va s'articuler autour de 4 points. La programmation des rêves, le rappel des rêves, le carnet de rêves et enfin l'application des rêves. Très brièvement, la programmation des rêves, c'est une pratique très ancienne, nous l'avons vu, et elle fait appel soit à la visualisation, soit à l'invocation. Évidemment, l'idéal pour se programmer des rêves conformes à nos aspirations, c'est de s'assurer une nuit reposante grâce à un esprit calme rempli de pensées bienveillantes. Le rappel des rêves, deuxième étape, il peut être obtenu au moyen de l'autosuggestion. On souhaite se rappeler son rêve et on soumet cette requête à son subconscient avant de s'endormir le soir. Et puis, on peut aussi bien se souvenir de ses rêves quand on prend l'habitude de se maintenir au réveil, quand c'est possible, dans l'état intermédiaire entre le rêve et l'éveil total et complet. C'est un moment privilégié où la conscience n'est pas tout à fait revenue sur le plan objectif, mais où elle a quand même déjà quitté le sommeil. Enfin, l'usage d'un carnet de rêve présente de nombreux avantages. D'une part, parce que l'attention qu'on va accorder à nos rêves va en permettre une mémorisation accrue. En fait, le rêve, c'est une sorte de dialogue qui va s'établir entre les différentes instances de notre conscience. Et comme dans la vie courante, avec un ami, eh bien, plus on est attentif, plus on écoute, plus on est disponible, eh bien, plus celui qui est en face de nous ou qui nous côtoie, eh bien, va se confier et va avoir des échanges d'une grande richesse. Donc, il nous appartient d'enrichir ce dialogue et de tenir compte de nos rêves. Il est conseillé de noter ses rêves juste à la sortie du sommeil, comme on cueille une plante aromatique au matin, lorsqu'elle ouvre à peine son calice gorgé de substance, à peine humidifié par les premières gouttes de nos rosées, car
C'est alors qu'on ramasse le rêve encore tendu des dynamiques de la nuit. Enfin, s'agissant de l'application des rêves, il ne suffit pas que la nuit porte conseil. Encore faut-il tenir compte de ces indications au cours de la journée. La méthode consiste donc à mettre en pratique le jour les inspirations que nous avons reçues la nuit, et puis quand vient le soir, de retourner frapper à la porte du rêve de manière à poursuivre justement ce dialogue que j'évoquais antérieurement. Et c'est Serge Villaverde, qui est un thérapeute français, qui illustre ainsi ce va-et-vient entre l'existence diurne et l'existence nocturne, et il nous dit « on tricote ainsi l'ensemble de nos jours et de nos nuits ». Donc d'une manière générale, plus nous allons accorder d'intérêt à nos rêves, plus ils vont révéler leur sens à notre conscience et se révéler utiles. Et ils deviendront ainsi véritablement cette lucarne qui est ouverte sur l'obscurité et d'où nous parvient la lumière des étoiles. Alors je prends vos questions maintenant, je pense qu'il y en a des premières qui sont arrivées. Alors première question, pensez-vous qu'il soit possible de communiquer à travers le rêve? Alors de toute manière sur cette question, il y a eu des expériences qui ont été menées de manière scientifique pour montrer que le rêve permet notamment d'entrer dans le phénomène qu'on appelle la télépathie. Et donc l'expérience qui a été faite donc sur des étudiants en médecine qui étaient volontaires, ils ont dormi, ils ont des électrodes sur le cerveau, on regardait le mouvement oculaire de leurs yeux, on les réveillait quand on voyait le rêve apparaître, ils racontaient leurs rêves. Et puis le lendemain, ça c'est encore intéressant parce que c'est décalé dans le temps, le lendemain on demandait à des personnes de se concentrer ou sur des symboles ou sur des situations en direction de ces personnes qui avaient rêvé la veille. Et on retrouvait d'une manière qui était très importante, donc qui ne pouvait pas être simplement un hasard, la perception de ces symboles. Donc oui, on peut communiquer à travers le rêve, et il y a même des rêveurs assez célèbres qui racontent comment ils se donnent rendez-vous en rêve. Et parfois même, eh bien, lorsqu'on appelle un ami, on lui dit « Oh, tu sais, j'ai rêvé de toi cette nuit », et lui il nous dit « Ben moi aussi, j'ai rêvé de toi cette nuit ». Donc oui, bien sûr, on peut parfaitement communiquer en rêve, et c'est même un moyen parfois qui peut être privilégié lorsqu'on ne peut pas le faire d'une autre façon. Parce qu'on va s'adresser à la partie aussi la plus réceptive de la personne. Alors on me demande aussi, est-ce que quelqu'un peut entrer dans nos rêves et inversement? Alors là, je vois un peu le film, si certains d'entre vous l'ont vu, Inception, où vraiment là, il y a un travail qui est fait dans les rêves. Non, je pense que vraiment, personne ne peut entrer dans un rêve dans le sens où c'est donné. Hein. On ne peut pas venir fracturer en quelque sorte la serrure d'un rêve. Pourquoi? Parce que je pense que lorsque l'on rêve, on est sous la protection de notre âme et de notre subconscient qui sont essentiellement, intrinsèquement positives et qui nous veulent du bien. Donc personne ne peut entrer par effraction d'une façon ou d'une autre dans ce qui est notre intime. Par contre, on peut rêver d'une personne, mais est-ce que cette personne, c'est cette personne ou c'est un aspect de nous-mêmes? Ça, c'est un travail. Alors, une autre question peut-être. Je vais prendre une question peut-être qu'on m'avait posée à plusieurs reprises dans la semaine. Le rêve est-il commun à tous? Le langage, pardon, des rêves est-il commun à tous ou propre à chacun? Alors, le langage des rêves, c'est une sorte de vocabulaire et ce langage, il est, je pense, effectivement commun. C'est-à-dire, il va s'exprimer à travers les symboles et à travers les situations que nous sommes amenés à vivre dans notre vie. Donc, il y a un langage commun, c'est certain. Ce sont aussi les archétypes qui ont été mis en évidence par Jung, qui vont se manifester sur des symboles particuliers. Mais après, quand on utilise une syntaxe ou un vocabulaire, on écrit un roman, une œuvre de science-fiction, on peut avoir accès à un essai philosophique,
c'est très différent. Donc oui, il y a le matériau de départ est commun, mais le rêve est intime et personnel. Voilà ce que je peux en dire à ce stade. Autre question. Comment peut-on savoir que notre rêve est prémonitoire et quelle importance peut-on accorder à ce genre de rêve? Donc effectivement, dans les récits de rêves que l'on trouve, que ce soit dans l'Antiquité ou à notre époque moderne, il y a de nombreux rêves qui sont des rêves dits prémonitoires, c'est-à-dire des rêves qui vont permettre de voir des situations qui se situent dans le futur. Alors, que faire avec un rêve prémonitoire? Est-ce que ça veut dire que l'avenir est écrit et que ceci doit se réaliser quoi qu'il en soit? Ce n'est certainement pas mon opinion ni mon expérience. En fait, lorsqu'on fait un rêve prémonitoire, il y a deux solutions. Ou ce rêve est un rêve qui annonce des difficultés. Et à ce moment-là, on peut revoir son rêve pour le recontextualiser, le reconfectionner et lui donner une issue heureuse et utiliser notamment ces matériaux et ces outils que sont la visualisation et la création mentale. Donc, une situation que l'on voit qui peut nous inquiéter, on peut parfaitement travailler dessus. C'est pas un décret divin qui se fait sur nous. Et puis, si au contraire, ce sont des choses très positives, ben là aussi, on peut tout à fait visualiser et pouvoir donner à ce rêve une opportunité, une issue tout à fait positive. Alors, une autre question peut-être. Alors, j'en vois plusieurs qui sont arrivées. Quid du rêve dans la tradition chrétienne? Alors, je vais faire un peu rapide quand même, mais dans la tradition chrétienne, ça veut dire qu'on ne prend pas l'Ancien Testament, hein, parce que là, il y a beaucoup de rêves. Il y a peu de rêves dans le Nouveau Testament, mais les premiers, je dirais les pères de l'Église, avant que les conciles qui vont arriver vers les années 400 à peu près, décrètent que le rêve est une mauvaise chose et qu'ils le mettent finalement à l'index, de très nombreux, de grands, comment dire, des personnes tout à fait versées dans l'exégèse de l'Église accordaient au rêve une place très importante. Donc au tout début, le rêve était important et puis peu à peu, il va être condamné jusqu'à ce qu'il retrouve un peu ses lettres de noblesse dans notre civilisation chrétienne, puisque c'était la question qui est posée. Alors, est-ce qu'il y a une raison au fait que je n'ai pas de souvenir de mes rêves si les rêves sont un chemin qui nous est montré? Alors oui, il peut y avoir plusieurs raisons, elles peuvent être très différentes. Ces raisons peuvent être la façon dont on dort. Est-ce qu'on a de bonnes conditions quand on se couche? Est-ce que il est conseillé, vous le savez, de ne pas trop manger, d'avoir plutôt des activités qui soient reposantes, on puisse se concentrer, qu'on ne couche pas dans un état d'énervement. Et ça peut être aussi si on ne se souvient pas de ses rêves, parce qu'on n'a pas forcément aussi envie d'entendre ce que nous disent nos rêves. C'est peut-être parce qu'on n'a pas non plus été sensibilisé. Donc, il y a la méthode qui a été donnée, je pense qu'on peut l'appliquer. C'est demander, avant de se coucher, à faire des rêves, et des rêves qui puissent nous enseigner. Alors, tous les rêves, évidemment, ne sont pas des rêves qui nous montrent le chemin. Il y a des rêves purement physiques, purement psychologiques et autres. Mais il faut le demander et demander à s'en souvenir. Donc là, il y a toute une méthode de travail à effectuer. Ensuite, qu'en est-il du rêve initiatique? Je pense que le rêve initiatique, on peut le raccrocher à ces rêves que l'on dit mystiques, c'est-à-dire des rêves où on va... alors, ça peut être soit un rêve qui s'apparente à un songe, où on va voir se dérouler des symboles, une histoire, des personnages, un enseignement, mais ça peut être aussi un rêve initiatique, une impression profonde ressentie au réveil, et par exemple ce qu'on appelle l'état de paix profonde. Et cet état-là, s'il est vécu intensément en rêve, et bien une fois qu'il est vécu, qu'il est gardé en mémoire,
eh bien, il va être comme une ligne d'or sur notre chemin, parce que quand on éprouve des sentiments de paix, d'harmonie, de beauté, eh bien, on cherche évidemment, par les différents moyens, à les reproduire et à les partager. Alors, bien sûr, on pourrait dire encore d'autres choses, mais il y a d'autres questions également. Alors, comment faire pour se souvenir de nos rêves? Il y a plusieurs méthodes qui existent. On peut, par exemple, certains disent, on peut faire le même geste au moment de s'endormir et au moment de se réveiller. Ça peut être, par exemple, de boire un verre d'eau. Ça va être assez personnel. On peut faire, alors comment faire pour s'en souvenir? Ça, je vous l'ai dit aussi, surtout ne pas se lever très très vite. Rester longtemps dans ce qu'on appelle l'état, je vais vous les noter, hypnopompique. C'est un terme un petit peu, mais c'est cet état. Alors, il y a, au moment où on va s'endormir, on va voir beaucoup d'images et autres, et au moment où on va se réveiller. Donc, c'est ce que je disais, on va le cueillir, le rêve, mais comme une fleur très très fragile. Et ensuite, il faut tout de suite le noter. Parce que la conscience du rêve, ça va très très vite partir. On a l'impression qu'on va s'en souvenir, mais ça va vite partir. Donc, il faut noter, noter. Même si c'est que 2 ou 3 petits mots, après, on reviendra dessus et puis on le développera. Et ce qu'on peut faire, c'est donner un titre à son rêve, le dater, décrire son ambiance et les principaux thèmes qui étaient dans ce rêve et surtout ce que l'on ressent, l'ambiance générale du rêve. Parce que ça, c'est très important. Une autre question. Peut-on programmer un rêve initiatique? Ben oui, j'en ai parlé, je pense effectivement, on le demande au Dieu de son cœur, à son subconscient, chacun en fonction de peut-être sa sensibilité. Mais je dirais aussi que pour recevoir un rêve initiatique, il faut en être digne, il faut le mériter en quelque sorte. Donc, il ne suffit pas de demander, mais il faut aussi en être qualifié. Et donc, je pense que la meilleure façon de le faire, eh bien, c'est dans sa vie, d'être une bonne personne. Voilà, on va dire les choses simplement. Alors, peut-on faire un parallèle entre rêve et voyage chamanique? Alors, bon, comment je comprends voyage chamanique, hein? Évidemment, les rêves dans la tradition chamanique sont très importants. Donc, mais moi, ce que j'entends là, quand j'entends rêve, voyage chamanique, j'entends plus les perceptions qui peuvent être les nôtres lorsque l'on va être dans un état plutôt, on va dire, de transe par rapport à la conscience habituelle, que ce soit par les moyens de tambour ou par les moyens, par exemple, s'il y a en tête la prise de substance. Donc, je pense que ce n'est pas du tout la même chose parce que dans le rêve, il n'y a pas du tout d'éléments extérieurs à nous-mêmes qui nous emmènent sur des perceptions différentes. Maintenant, là où on pourrait faire un parallèle, c'est que peut-être le rêve et le voyage chamanique explorent des univers, des énergies et des plans de conscience qui sont effectivement en delà de notre conscience objective et qui existent réellement. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Je ne sais pas. Alors, je vais prendre. Pourquoi la récurrence d'un rêve ou d'un schéma onirique? Alors, là, lorsqu'il y a récurrence d'un schéma, d'un rêve, là, c'est vraiment que notre subconscient, notre âme, les instances qui prennent soin de nous veulent attirer notre attention sur un point. Donc cela, il faut absolument, absolument en tenir compte et y réfléchir et essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Et donc, ça peut être aussi un rêve, ça peut être l'objet de nos méditations, c'est-à-dire qu'on peut après utiliser le rêve pour demander, mais qu'est-ce que ce rêve m'enseigne? Mais il faut le noter. Je pense qu'il faut les noter, et même si on ne comprend pas tout de suite, le moment va venir, on va le comprendre. Et souvent, il nous invite à changer quelque chose en nous ou autour de nous. Ensuite, les rêves utilisent beaucoup de symboles. Peut-on les interpréter soi-même ou les faire interpréter par quelqu'un d'autre? Alors,
on en a déjà parlé un petit peu. Le rêve, je vous l'ai dit, il est intime, il est personnel, puisque un même symbole, selon la personne qui va rêver, n'aura pas la même signification. Je vous ai dit aussi de noter l'ambiance du rêve. Comprenez bien que rêver d'une eau où vous êtes noyé, qui est boueuse, où vous ne voyez pas, c'est pas la même chose que si vous vous retrouvez sous une eau qui est vive, limpide, et par de surcroît, dans laquelle vous pouvez parfaitement respirer, où vous êtes parfaitement à l'aise. Donc il faut vraiment interpréter soi-même le rêve, parce qu'il nous est intime. Et quand je dis intime, c'est que je pense qu'on sait toujours quelle est la signification du rêve. Alors, je vais sans doute en faire bondir quelques-uns, mais on n'est pas toujours prêt à comprendre, à entendre ce que le rêve nous dit. Et parfois, le rêve, j'en ai des exemples, eh bien, il va être effectué à une époque de notre existence. Il va rester très vif, très marqué dans notre esprit. On va en avoir pris note. Voilà, c'est tout. Peut-être qu'on a trouvé un sens, mais peut-être que de nombreuses années plus tard, on va trouver le sens de ce rêve. Et grâce à cette image et à l'énergie qu'il véhicule, on va pouvoir apporter le changement nécessaire ou la transformation ou les actions qui sont nécessaires à cette époque-là de notre existence. Voilà, j'espère que je réponds un peu à vos questions. Alors, l'oniromancie est-elle pratiquée par les rosicruciens? Alors, l'oniromancie, j'en ai parlé un petit peu au début de l'exposé, c'est l'art de percevoir les choses ou les deviner grâce aux rêves. Alors, s'il s'agit de prédire l'avenir à la manière de Madame Irma, c'est carrément non. Maintenant, s'il s'agit de pouvoir se préparer à des événements futurs, qu'ils soient personnels ou qu'ils soient plus collectifs, alors oui, je dirais que les rosicruciens le font parce qu'ils accordent à leurs rêves, je reviens au début de mon exposé, en tant que ce médiateur finalement entre la conscience de l'âme et leur conscience objective. Donc ils vont utiliser les rêves pour pouvoir être inspirés et se conduire peut-être d'une meilleure manière pour eux ou recevoir des éléments qu'ils jugent importants. Donc oui, dans ce sens, mais pas dans le sens je prédis l'avenir. Parce que rien, pour prédire l'avenir, il n'y a qu'une seule solution, enfin la meilleure solution en tout cas je pense pour un rosicrucien, c'est d'utiliser la création mentale d'une part, et puis aussi de semer dans plein de bonnes actions, plein de bonnes pensées, de manière à ce qu'il puisse les retrouver sur son chemin. Et en tout cas, jouir d'une bonne conscience qui est déjà un élément très important. Alors, je prends les questions qui arrivent. Quelle vision faut-il avoir du cauchemar d'un point de vue mystique? Alors, on me dit un message, un dysfonctionnement interne, physique ou psychique. Alors, un cauchemar, il peut avoir plusieurs causes. On peut faire un cauchemar, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a trop mangé, on a bu trop d'alcool, parce qu'il fait très chaud, parce qu'on a une difficulté sur le plan physique. Donc, bon, il y a des cauchemars qui sont des cauchemars purement, je dirais, physiques. Mais le cauchemar, souvent, il va, comment dire, attirer notre attention sur un point particulier. Donc, le cauchemar, eh bien, c'est pareil, c'est un dialogue, c'est une sorte d'élément qui nous est donné. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ces cauchemars. Alors le cauchemar, c'est pareil, on travaille, on le note, voilà, on fait dessus. Et le cauchemar, ce qu'on peut faire, on peut, si on ne veut pas faire, alors là, il faut réfléchir à ce qu'il signifie, évidemment, hein, prendre les mesures pour empêcher cet état de fait. Mais on peut aussi, eh bien, un petit peu, alors qu'on est éveillé, eh bien, retravailler le rêve, retravailler le cauchemar et lui donner une autre issue. Si par exemple, on est arrivé qu'on était dévoré par des bêtes sauvages, et on peut très bien refaire ce rêve, enfin, et on est éveillé, mais en se maintenant dans un état de relaxation, bien que là, on dompte ces animaux et qu'ils viennent au contraire, ils sont pleins de gentillesse, qui nous lèchent. Donc, on a une action quand même sur nos cauchemars. On
on est acteur aussi de ses rêves et on ne les subit pas seulement. Je pense que c'est un point très important. Alors d'un point de vue mystique particulièrement, qu'est-ce que ce cauchemar nous enseigne? Est-ce que il ne me dit pas de faire, de mettre en œuvre quelques actions? Mais je voudrais aussi citer une expérience qui me revient en tête parce que parfois je pense qu'il ne faut pas prendre forcément les choses à la lettre. Alors, voici l'expérience dont il s'agit. Ce sont des étudiants en médecine qui sont à la veille de passer leur examen national classant, un examen très important. Et à plusieurs d'entre eux, on a demandé de consigner les rêves qu'ils ont effectués la veille de cet examen. Et évidemment, vous en doutez, c'est parti là. Et évidemment, vous en doutez, excusez-moi, je crois qu'on ne se voit plus là. Et donc, je reprends. Donc, on demande à ces étudiants de noter leurs rêves. Et évidemment, de nombreux étudiants, ce sont des rêves que vous avez certainement rencontrés. Ils peuvent pas ils n'arrivent plus à marcher, ils n'arrivent pas à écrire, ils sont aveugles, ils ne peuvent plus lire la copie. Enfin, ils font des rêves vraiment très angoissants finalement sur le déroulement de cette épreuve. Et lorsque, après, il a été comparé les personnes qui avaient fait des rêves, ces étudiants en médecine qui avaient fait des rêves où ils étaient finalement dans des situations d'échec et de difficulté, et des autres qui n'avaient pas fait ce type de rêve, et qu'on a regardé leur rang de classement et comment ils avaient passé l'épreuve, eh bien on s'est rendu compte que d'une manière plus que statistique, que ceux qui avaient fait des rêves où ils étaient vraiment dans des situations angoissantes, où ils n'arrivaient pas à passer l'épreuve, avaient mieux réussi l'épreuve que les autres. Et donc, il y a certainement aussi dans ces cauchemars que l'on fait, parfois, une fonction anticipatrice qui fait qu'on vit à l'avance toutes les choses un petit peu angoissantes ou négatives qui pourraient nous arriver, et on se retrouve dans une bonne condition le moment est venu de faire face à l'événement qui nous préoccupe. Donc, je dirais que le cauchemar, il faut le prendre avec... ne pas en avoir peur finalement, essayer de le comprendre. Et en tout cas, on garde la main. Alors, une autre question, je pense qu'on a encore un peu de temps sans doute. Vous dites que seul le rêveur peut interpréter ses rêves. Peut-on donc faire confiance au livre d'interprétation des rêves? Bon, je ne pense pas que l'on puisse faire confiance aux livres d'interprétation des rêves qui sont génériques. Par contre, ce que l'on peut faire, parce qu'en plus ces livres vont être sans doute de qualité très, très diverses, ce que l'on peut faire, c'est se procurer un excellent ouvrage sur le symbolisme. Et lorsqu'on a fait un rêve où il y a un symbole très particulier qui apparaît, ou vraiment qui reste vivace et qui nous parle, alors en préalable de l'analyse de notre rêve, on peut vraiment étudier et lire dans ce dictionnaire des symboles quelle est la signification de ce symbole. Et d'ailleurs, parfois, on verra dans ce dictionnaire des symboles que selon la culture, par exemple une araignée, selon la culture à laquelle vous allez avoir affaire, l'araignée n'a pas du tout le même sens. Ça peut être un sens positif, un sens au contraire, peut-être plus de mise en garde. Donc, ça nous permet aussi d'être beaucoup plus riche, ça nous permet peut-être d'avoir accès à ce fameux monde des archétypes dont nous a parlé Jung, parce que les symboles en sont un élément très important. Donc oui, pour faire un travail sur le symbolisme, mais non pour après accorder le sens du rêve, où là, il est personnel. Et de toute façon, il peut nous être utile qu'à nous. Alors, quelles sont les autres questions que je pourrais avoir? Je les prends. Est-ce normal de ne jamais rêver de son conjoint avec lequel on est depuis 9 ans? Alors écoutez, moi je pense qu'il n'y a pas d'anormalité en tout cas. Alors vraiment, question qui est un petit peu... je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, la personne qui me pose la question pense qu'il faudrait rêver de son conjoint. Là, je renvoie à son analyse, mais je pense que ça n'a absolument rien d'anormal.
Est-ce possible... Ah, une question assez... est-ce possible de se réveiller, alors là, avant son corps physique? Ah, alors peut-être que cette question, alors je m'excuse parce que je la comprends peut-être pas très bien. Est-ce possible de se réveiller avant son corps physique? Peut-être que l'internaute qui pose cette question se réfère au rêve lucide. Effectivement, donc il y a des travaux importants qui sont menés sur ce type de rêve. En fait, il y a plusieurs degrés dans le rêve lucide. Et dans le rêve lucide, le rêveur sait pertinemment qu'il rêve. Et au moment où il rêve, effectivement, il peut avoir le sentiment qu'il se réveille, notamment en prenant conscience d'un élément particulier dans le rêve. Pour autant, il dort encore, sinon il est réveillé. Donc il n'est pas réveillé avant son corps physique. Donc ce sont des perceptions liées au rêve lucide ou éventuellement à des perceptions qui sont issues et ramenées de l'état de projection psychique pendant le sommeil. Donc dans ce sens, oui, on peut se réveiller avant son corps physique, mais que dans ce sens. Sinon, je pense que c'est un grave trouble. Y a-t-il des périodes plus propices aux rêves que d'autres? Oui, il y a des périodes plus propices. Déjà, il y a des périodes plus propices dans nos vies. Il y a des grands passages qui font qu'on rêve plus. Par exemple, une femme qui attend un enfant et qui accouche, souvent a un univers onirique, si les conditions matérielles autres s'y prêtent dans son état, très riche. C'est aussi le moment où on va quitter l'adolescence, passer au monde adulte. C'est le moment où il y a aussi beaucoup de rêves qui sont faits eh bien, au moment où là, beaucoup de choses sont rapportées, soit au moment où on doit affronter un deuil ou au moment où on doit affronter bien le fait de devoir quitter cette vie. Et il y a de très nombreux rêves, notamment tous ceux qui travaillent dans les soins palliatifs rapportent ces rêves qui sont faits par des gens qui sont mourants. Donc tous les moments de passage en général eh bien, sont riches en rêves. Il y a aussi le fait voilà, j'anticipe un peu peut-être une question, je me permets. S'il y a des périodes, il y a aussi des endroits. Parce que, par exemple, tous les endroits où il y a de l'eau sont souvent propices aux rêves. Et quand les gens sont près du bord de la mer ou de fleuves, ils rapportent une activité onirique, du moins une mémorisation de l'activité onirique plus importante. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme autre question? J'avais une question, comment peut-on traduire le fait de rêver de choses ou d'actions que l'on redoute dans la vraie vie, mais pour lesquelles on a décidé de sauter le pas? Est-ce de l'appréhension ou cela veut-il dire que l'on n'est pas prêt psychologiquement? Ça, je vous renvoie à l'expérience qui a été faite avec les étudiants en médecine. Donc, absolument pas un rêve où on voit si on n'arrive pas à conduire une voiture ou on peut plus, on est dans un rêve d'incapacité en fait. On est nu, on arrive à l'école en chaussons, voilà. Tous ces rêves-là ne sont pas du tout des indications, j'insiste, qui veulent dire qu'il faut abandonner, qu'on n'est pas qualifié, qu'on n'y arrivera pas. Non, tout simplement, eh bien, ce sont toutes nos angoisses, enfin nos peurs, nos inquiétudes, notre trac légitime finalement, parce qu'on doit passer d'un état à un autre qui se révèle et qui nous prépare. Donc je pense qu'au contraire, eh bien, puisqu'on a fait tout ça, on a vu tout ça en rêve, eh bien dans la vraie vie, ça va pas se réaliser et on va parfaitement bien réussir pourquoi eh bien, on se lève le matin. Alors, le voyage astral fait-il partie des enseignements rosicruciens? Alors, je ne suis pas sûre qu'un voyage astral, ce soit un rêve, mais bon, je vais répondre à cette question. Alors, chez les rosicruciens, mais dans un cadre, évidemment, vous le comprendrez, hein, ici, qui sera nécessairement limité, on parle plutôt de projection psychique. Ça veut dire que tout simplement, comme il y a une conscience objective avec 5 sens, qui sont le goût, le toucher, l'odorat et j'en oublie un sans doute, la vue, eh bien, on a aussi une dimension plus subtile,
donc on appelle le psychique, et qui, elle aussi, possède des sens. Et lorsqu'ils sont éveillés, eh bien, on peut percevoir d'autres aspects de la réalité vibratoire. Et la projection psychique, parce qu'on ne parle pas de voyage astral, à ma connaissance, dans les enseignements rosicruciens, c'est une faculté qui nous permet de nous déplacer dans l'espace pour voir les choses qui s'y produisent. Donc, quel est après sans doute le lien entre une projection psychique et un rêve? On verra si vous me posez la question. Alors, et Freud dans tout ça, me dit-on? Bah, Freud, il a, je pense, sans être une spécialiste de Freud et tout ce qu'il a pu mettre en lumière, il a eu une grande, comment dire, il a en fait réhabilité le rêve et il a mis en lumière cet inconscient. Donc, il a eu une grande, comment dire, importance dans notre démarche actuelle d'intérêt pour les rêves. Maintenant, il ramenait, vous le savez bien, des désirs enfouis, d'assouvis, etc. Peut-être que sa vision de Freud était une vision qui demandait par la suite à être enrichie sur d'autres aspects, parce qu'elle est peut-être quand même, parfois, me semble-t-il, réductrice. Alors, que pensez-vous du fait de faire souvent des rêves un peu glauques, mais de mort, mais peu de jolis rêves? Ouais, je pense que c'est difficile parce que comme ça, je pense pas qu'il faille obligatoirement considérer que les choses sont considérer qu'on doit faire de beaux rêves ou de jolis rêves. Ces rêves, en tout cas, comme je l'entends, ce sont vos rêves, pour l'internaute qui a posé cette question. Ils correspondent certainement à quelque chose, et donc je conseillerais de les écrire, de les relire, comme je disais, donner un titre, noter l'ambiance. Le rêve, c'est pas non plus, il dépend pas de notre conscience objective, donc il va nous apporter ce que l'on a finalement à entendre. Alors après, c'est aussi peut-être se poser des questions sur la manière dont on passe la journée, sur quoi on se concentre toute la journée. Voilà, il y a ça aussi. C'est difficile d'apporter une réponse catégorique. Il y a de toute façon un besoin, je pense, d'analyse et de réflexion sur la manière aussi dont on mène sa vie dans tous les jours. Alors, une autre question. Alors, peut-on penser que la vie est une forme de rêve et que l'on se réveille à la mort? Bon, je dis tout de suite, je me méfie un petit peu de ce genre de formule parce que voilà, il faut vraiment, je pense que l'internaute, effectivement, qui a posé cette question, pense à une chose bien particulière, mais voilà, la vie telle qu'on la connaît ici s'exprime d'une certaine façon, notamment sur notre plan objectif, et puis avec ces trois grandes facultés que sont le raisonnement, l'imagination et la mémoire. Alors ensuite, très certainement, si on regarde toutes les expériences de mort imminente et tous les témoignages qui nous sont faits, oui, quand le moment vient de quitter cette forme physique, et donc le cerveau qui, lui, transforme toutes nos impressions et qui nous donne ce monde que l'on nous connaît, certainement qu'on se réveille à autre chose et peut-être on pourra considérer à ce moment-là que c'était finalement un rêve. Mais bon, là, faut aussi, faut pas trop mélanger quand même. Mais certainement que si on lit tous ces beaux témoignages qui existent, peut-être que ce qui nous attend quand le moment sera venu de franchir le seuil, ce sera peut-être une forme d'éveil. Alors, est-ce que je vais prendre une autre question?
Alors, on me dit, n'essaie-t-on pas de trouver un sens au rêve parce que notre esprit veut donner du sens à toute chose. Tout comme la mémoire ne supporte pas les vides, quitte à inventer de faux souvenirs. Alors, c'est vrai que c'est une caractéristique de notre, finalement, notre conscience, de vouloir trouver du sens, et on le recherche, et ça nous caractérise très certainement par rapport à d'autres formes de vie, hein, à travers le minéral, le végétal, l'animal, ça reste encore un petit peu à travailler, à voir. Euh, Moi, ce que je pense quand même, c'est que si on tient vraiment un carnet de rêves, si on fait attention à ses rêves et, euh, et que qu'on les utilise comme un matériau, au fil du temps, on voit se dégager très nettement eh bien, une direction et qui échappe au fait, quand on pose cette question, on me dit, mais est-ce qu'on ne le fabrique pas nous-mêmes, le sens, avec notre conscience objective? Alors là, c'est là où justement il y a l'intime du rêve qui va jouer. C'est-à-dire que ce sens, il va pas, c'est pas une histoire qu'on va se raconter avec comme on peut le faire, raconter des histoires mentales, mais on le connaît intimement. C'est tout l'intérêt du rêve. C'est que le rêve, il apporte l'énergie de la transformation et de la connaissance. On sait que cela est. Et évidemment, après, c'est difficile de pouvoir le communiquer ou l'exprimer. Ensuite, malheureux, peut-on faire de beaux rêves et être heureux et faire des cauchemars? Moi, je pense effectivement que c'est tout à fait possible parce que, d'abord, la façon dont on est heureux dans notre existence, parce qu'on jouit de bonnes conditions de vie, par exemple, eh bien, c'est pas pour autant que on est forcément profondément heureux dans son intime. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a des personnes, on dit mais ils ont tout, ils ont une vie rêvée, mais pour autant ils font des dépressions et ils sont mal. Donc quand vous dites, je pense, heureux, c'est qu'on jouit de bonnes conditions de vie. Et malheureux, c'est qu'au contraire, eh bien, c'est la vie difficile. Mais oui, et ça me fait penser, malheureux, à un poème qui est, je pense, un poète chilien dont le nom qui est Pablo Neruda, et qui dit que bah, le pauvre, parfois, sait dans une olive trouver tout le bonheur du monde. Parce que, en fait, c'est un phénomène de conscience. Donc oui, on peut être malheureux, mais pendant ses rêves, être en contact avec des plans vibratoires très très beaux et magnifiques et en retirer un profond sentiment de bien-être. Et là, je pense qu'il y a une compensation qui doit se faire. Donc, je pense que vraiment, vous dites malheureux sur ce plan-là et faire de très beaux rêves parce que ben, notre conscience va être en harmonie avec de très beaux plans de conscience. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai comme questions encore que vous avez posées? Je vais les reprendre. Alors, j'ai ah oui, l'aspect curatif du rêve. On a des questions sur ce point. Certaines traditions, comme le chamanisme, enseignent que des rêves peuvent soigner, voire guérir une maladie. Alors oui, on a de très nombreux témoignages de personnes qui racontent des rêves dans lesquels ils ont été, souvent ce sont de très beaux rêves, où ils ont été en contact, alors soit avec des entités, soit, je me souviens d'avoir lu ce rêve d'une personne qui voyait un liquide doré qui coulait dans ses veines. Oui, il y a des rêves qui vont apporter la guérison. Alors comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce que c'est le rêve lui-même qui apporte la guérison? Ou est-ce que ce rêve finalement est la traduction, la translation d'événements qui se sont produits sur un plan plus subtil, sur un plan psychique ou spirituel, qui fait qu'on a été en relation,
en harmonie avec des énergies curatives et qui nous ont permis de connaître une guérison. Donc c'est pas, je pense, le rêve en lui-même qui apporte la guérison, mais le rêve, il va nous faire prendre conscience de cette guérison. Et c'est un petit peu comme au théâtre et comme un metteur en scène. Il va nous raconter ce qui s'est passé. Et c'est, je pense, un cadeau profond qui nous est fait. Donc oui, il existe des rêves de guérison. Et tout comme, je vais prendre mon temps, là, je crois qu'on a un petit peu de temps, hein, tout comme ce rêve de guérison, il peut advenir, et bien ce rêve de guérison, on peut aussi le programmer. On peut, le soir, puisqu'on a vu qu'on pouvait programmer nos rêves, rêves qui vont correspondre, il faut quand même en avoir conscience, à un autre état vibratoire. On va exister sur un autre plan. Eh bien, on peut programmer son rêve en demandant, eh bien, au Dieu de notre cœur, à notre âme, à notre subconscient, chacun pleura le mot qui lui convient le mieux. Eh bien, on peut lui demander, guéris-moi, apporte-moi la guérison. Alors évidemment, là, il faut faire preuve d'humilité parce que c'est pas un distributeur de friandises dans lequel je mets une pièce et où je sais que si j'appuie sur la touche 23, j'obtiendrai telle chose. Mais ce sont des, comment dire, ce sont des grâces finalement qui nous sont accordées. Et quand on la demande, je pense qu'on a plus de possibilités de la recevoir que quand on ne la demande pas. Donc oui, les rêves peuvent être curatifs. Alors une autre question, et une question qui est souvent posée, c'est peut-on contacter les défunts dans les rêves? Je ne pense pas avoir répondu déjà à cette question, donc c'est un moyen tout à fait. Alors là, les exemples sont les rêves, les bibliothèques de rêves sont en foisonne. C'est comme si, pour revenir à la question d'avant, on se réveille lorsqu'on meurt. C'est comme si ceux qui ont été en contact, qui se sont aimés, qui ont été vraiment unis par un lien fort pendant quelques temps, mais voire parfois très lointain, eh bien, ils vont pouvoir rester en contact. En tout cas, il va y avoir des échanges entre eux et surtout, ils vont pouvoir ressentir que le lien d'amour, le lien d'amitié, tout ce qui faisait que dans leur vie, ils étaient ensemble, eh bien, il est toujours présent. Et c'est ça l'intérêt de ce rêve. C'est pas parce que tous ceux qui racontent ces rêves, ils nous disent tous, mais j'ai pas rêvé d'un tel, j'ai été avec un tel, j'ai vu un tel. Donc le rêve est aussi un moyen privilégié de communiquer avec l'invisible et aussi avec ceux, et notamment qui ont franchi le seuil, hein, peut-être qu'ils se sont éveillés pendant que nous on dort, on pourrait faire des jeux de mots. C'est un moyen privilégié aussi de pouvoir continuer à communiquer. Et peut-être, de nombreux rêves, personne ne le disent, elles étaient vraiment dans le chagrin, dans la douleur et dans la peine. Et après ce rêve, eh bien, elles ont éprouvé un sentiment de paix et ils disent, eh bien, je sais que maintenant il est bien et moi je suis en paix aussi. Donc c'est quand même quelque chose d'important parce que ça nous permet d'enlever à ce départ un petit peu de la souffrance qui est liée à la séparation. Alors je crois qu'il y a d'autres questions qui peut-être arrivent, des choses qui reviennent peut-être régulièrement. Est-ce que les rêves peuvent être des souvenirs de nos vies passées? Comme je vous l'ai dit, le subconscient, il y a 3 plans de conscience pour résumer. Le subconscient, on est habitué maintenant à notre époque, c'est une vaste base de données qui contient l'ensemble de notre expérience. Jung on dirait aussi qu'il y a l'ensemble de l'expérience de l'humanité. Et donc, il y a très certainement, pour ceux qui pensent que la réincarnation de la partie spirituelle s'effectue régulièrement, il y a certainement dans nos rêves, dans notre subconscient, le souvenir de ces vies que nous avons vécues. Et bien, ça peut être les rêves, ça peut être une période qui revient régulièrement, ça peut être un événement, ça peut être une situation que l'on avait.
Et je pense que quand on fait un rêve qui concerne une de nos incarnations passées, euh, le rêve a une tessiture et une profondeur particulière qui nous met, qui nous réveille justement là et qui nous dit là, ah, il y a quelque chose. Et puis parfois, cette incarnation passée se rappelle à nous parce qu'elle est en lien direct avec des aspects de nous-mêmes ou des événements que l'on doit résoudre, et se rappeler cette incarnation est parfaitement passionnant. Et je crois que peut-être le moment arrive de nous quitter. Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent, qu'on ait pu partager ce moment. Et puis, j'espère que cette nuit, vous ferez de très beaux rêves et que vous les noterez sur un cahier. Peut-être vous mettrez premier rêve avec la date du jour. Au revoir.